rappelez sans doute qu'à la fin de l'émission précédente, nous avions laissé Bazaine et ses généraux, ses chefs de corps, dans leur réunion secrète du 10 octobre 1870, en train de discuter ce qu'ils offriraient à l'Allemagne. Ils décident d'envoyer un général, un tout jeune général, je veux dire un général qu'on venait de nommer, qui s'appelait Napoléon Boyer, et c'est ce Napoléon Boyer qui va aller voir Bismarck de la part de Bazaine et des généraux de l'armée du Rhin, porteur d'instructions par bonheur écrites et que je tiens à vous lire tant elles sont prodigieuses. Au moment où la société est menacée par des hommes de désordre, le maréchal commandant l'armée du Rhin, s'inspirant du désir qu'il a de sauver son pays de ses propres excès, interroge sa conscience et se demande si l'armée placée sous ses ordres n'est pas destinée à devenir le palladium de la société. Certes, dit-il, la puissance militaire allemande pourrait être déjà utile pour ramener l'ordre à Paris. Mais l'intervention d'une armée étrangère dans les affaires d'une capitale aussi nerveuse que Paris pourrait manquer son but. Tandis que l'action d'une armée française, encore toute constituée et ayant bon moral, pèserait d'un poids immense. Alors Bazaine et les généraux de l'armée du Rhin proposent donc à Bismarck ce qui suit: neutralisation de l'armée du Rhin côté envahisseur et marche de l'armée du Rhin sur Paris. Et il ajoute ce qui est peut-être le plus beau, que les buts de guerre de la Prusse pourraient être plus sûrement atteints de cette façon parce que le GDN, le gouvernement de la défense nationale, n'est, dit-il, pas un gouvernement sérieux, du reste les Allemands ne l'ont pas reconnu, il n'est pas appuyé par l'ensemble de la France, tandis que si la puissante armée du Rhin était dans Paris, tenant les Parisiens sous la menace de ses fusils et de ses canons, elle pourrait, dit-il, offrir à la Prusse une garantie des gages que la Prusse peut avoir réclamés pour le présent, vous avez compris ce que ça signifie, Strasbourg et Metz. Ça, c'est du 10 octobre. Le 11, un incident se produit, une manifestation des gardes nationaux de Metz. Les gardes nationaux sont des civils que l'on a armés pour essayer de résister, pour prêter main forte à l'armée si c'était nécessaire, s'il y avait une offensive allemande. Et ces gardes nationaux font une manifestation dans les rues en disant « la sortie, la sortie ». Voilà des semaines et des semaines que l'armée française est là complètement immobile, regardant l'armée allemande sans essayer de faire une sortie. Ces gardes nationaux demandent qu'on attaque. Alors le 12 octobre, Bazaine fait placarder un avis sur tous les murs de Metz où il déclare « Le maréchal commandant l'armée du Rhin, assure les habitants de Metz que rien ne leur est caché. » Or, il a des rapports constants avec l'ennemi, mais il ne faut pas le dire. Unité, dit-il, calme et confiance, une seule pensée doit absorber tous les esprits, la défense du pays. Alors Boyer, le général Napoléon Boyer, est en route. Les Allemands l'ont laissé passer avec tous les honneurs dus à son rang, et il se rend à Versailles maintenant, parce que l'état-major allemand n'est plus à Ferrières comme au milieu de septembre, il est à Versailles, et Boyer va se trouver en face de Bismarck. Un détail presque pathétique, il est en uniforme de général français. Si bien quand on voit cet uniforme de général français dans les rues de Versailles, les petites gens de Versailles l'acclament et crient « Vive la France !» Il ne se doute absolument pas de ce que vient faire le général Napoléon Boyer parlant à Bismarck. Alors le général explique à Bismarck le plan, ce plan stupéfiant, à savoir qu'une armée française accepte de se neutraliser du côté de l'envahisseur pour devenir un instrument de guerre civile et essayer d'écraser la République à Paris. Bismarck, bien calme, bien bon enfant, dit à Boyer « Non, non, écoutez, vous n'y pensez pas, c'est pas sérieux. J'ai bien confiance en vous, certainement, et en Bazaine, mais cette armée, enfin, il y a beaucoup de soldats qui ont peut-être mauvais esprit, il y a même des officiers qui sont plutôt rebelles, enfin, qui auraient des têtes chaudes. Je ne vais pas laisser sortir comme ça une armée toute constituée, avec ses canons, avec ses fusils, avec ses munitions, qui va traverser la France, soi-disant pour aller écraser les républicains de Paris. Je vous donne tout à fait raison, mais vous m'excuserez de ne pas avoir complètement confiance. Alors, dit-il à Boyer, vous savez, nous sommes entre gens de bonne compagnie. Qu'est-ce que vous devez faire? Mais vous devez vous rendre, voyons, persuadé au maréchal. Parce que si vous vous rendez, si vos 175 000 hommes sont annihilés tout de suite, eh bien c'est fini de la résistance parisienne. Et puis il y a des espèces de bandes que Gambetta essaie d'organiser en France, il veut dire l'armée de la Loire. Vous pensez bien qu'une fois qu'on apprendra que les 175 000 hommes encore constitués de Metz se sont rendus, c'est la fin de la résistance française. Et c'est ça naturellement que vous voulez, puisque je vous comprends trop bien. Vous voulez la paix sociale, vous voulez la garantie des structures économiques. Bon, dit Boyer, ben, on va aller raconter ça à Bazaine. Alors voilà, Boyer qui rentre, c'est le 17 octobre.
Il se trouve le 17 octobre en présence de ses amis, les autres généraux, et c'est le 18 qu'une réunion, secrète de nouveau, a lieu autour de Bazaine pour écouter ce que va dire Boyer et pour prendre des déterminations. Alors Boyer a une communication supplémentaire à faire. Bismarck lui a dit « Vous devriez vous rendre en effet, mais j'aimerais bien que les généraux de l'armée du Rhin, par écrit, s'engagent à la livraison de Metz et de Strasbourg. Ça serait bien, enfin ça faciliterait les choses. » Sur le premier point, la capitulation, tous les généraux de l'armée du Rhin sont d'accord, on va se rendre. Et sur le deuxième point, à savoir dire par écrit qu'ils sont d'accord pour que Strasbourg et que Metz soient remis définitivement à l'Allemagne, ça ils n'osent pas. Alors il y a une petite agitation, c'est jeu, il y a Leboeuf et l'Admirault qui refusent sur ce point. Pourtant, Boyer insiste. Et dit, je vous assure, enfin c'est une chose qu'il faudrait faire, parce qu'ajoute-t-il, c'est un détail que lui a donné Bismarck, et qui n'est hélas que partiellement faux. La bourgeoisie, disait Bismarck, des grandes villes françaises, réclament des garnisons allemandes, tellement ils ont peur d'insurrection ouvrière. Alors vous voyez, dit-il, pour que le péril social puisse disparaître le plus rapidement possible, on devrait passer par les conditions des Allemands. Alors Bazaine décide qu'il vaudrait mieux voter. Deux de ces généraux, Leboeuf et l'Admirault, lui ont dit aussi, mais attention, c'est qu'il y a des officiers qui ne marcheront pas. Il y a pas mal de têtes chaudes chez nous et qui vont dire que c'est pas bien ce que nous faisons. Alors Bazaine dit, mais écoutez, j'ai pris mes sûretés déjà. Et il pense, Bazaine, jugeant des autres d'après autrui, que les questions d'argent peuvent être primordiales. Alors par 2 fois, il a fait déjà verser la solde d'avance. Les 10 et 12 octobre, il a fait verser la solde d'octobre d'avance aux officiers en la majorant d'1 franc par jour. Et le 20 octobre, il a pris une précaution supplémentaire, il leur a fait verser la solde de novembre. Alors comme il les comble de prévenance, il a l'impression qu'ils ne bougeront pas. On vote. On vote le 18 octobre sur ce qu'il faut faire à l'égard de l'Allemagne. Ils sont 8 à voter. Et il est bien intéressant de connaître les résultats de ce vote. Il y aura 2 non qui refusent de se plier aux conditions allemandes. C'est Leboeuf et c'est le général Coffinière qui commande la place de Metz. Mais il n'y a que 2 non sur 8. Par conséquent, il y a 6 de ces généraux qui sont d'accord pour rendre immédiatement l'armée. C'est Changarnier, c'est Canrobert, c'est Frossard, c'est l'Admirault et ces 2 autres moins connus qui s'appellent Soleil et Deveau. Détermination prise le 18. Mais tout de même, on ne va pas se rendre comme ça brusquement parce que ça pourrait scandaliser les gens de Metz, les civils de Metz. Vous vous rappelez qu'il y a un mois déjà, ils réclamaient le rationnement en disant c'est insensé, enfin quoi, on veut nous prendre par la famine puisqu'on ne rationne même pas les vivres. Alors le 16, Bazaine avait pris la précaution d'annoncer un rationnement du pain. On fixe dans sa pensée, dans la pensée des généraux, que c'est autour du 24-25 qu'on va se rendre. Mais c'est que Bismarck devient pressé et pressant. Pourquoi ? Parce que Bismarck est légitimement inquiet de ce qui se passe sur la Loire. Et là, peut-être que je consacrerai une émission à vous raconter cette histoire, mais il faut que je vous en dise un mot maintenant, parce que c'est bien curieux. Le maréchal Juin, dans la préface de l'ouvrage dont je vous ai parlé, Bazaine coupable victime des généraux Ruby et Regnault, le maréchal Juin, qui veut défendre le collègue, parle du maréchal Bazaine en disant « Il avait assez de bon sens pour reconnaître que la situation était militairement sans issue. » Mais figurez-vous que ce n'était pas du tout l'avis de Bismarck. Bismarck commençait à prendre peur étant donné ce qui se passait sur la Loire. Gambetta était sorti de Paris en ballon le 7 octobre. Il s'était rendu à Tours pour essayer de constituer une armée française à Tours. Il avait travaillé, mais d'une manière extraordinaire, à ce point qu'un homme qui ne l'aime pas, Albert Sorel, qui fera plus tard une histoire diplomatique de la guerre franco-allemande inspirée d'un bon esprit. Et bien Sorel, quand il était jeune, il oubliera ça, mais j'ai trouvé sa correspondance, elle a été publiée en 1913, à sa mère. Il lui dit, ce petit Sorel, il a à ce moment-là 31 ans, il lui dit « Je suis près de Gambetta, tu sais au moment que je ne suis pas républicain ». Mais ce Gambetta est étonnant. Il est arrivé à travailler avec une telle foi, avec un tel élan, qu'au bout de 3 semaines de présence à Tours, il a déjà constitué 80 000 hommes, et qu'à la fin du mois, nous allons avoir 100 000 hommes, et des troupes sérieuses. Et il veut lancer ces troupes au nord de la Loire, sur Paris, sachant bien qu'il n'y a qu'un rideau de troupes allemandes devant Paris. Ben Bismarck le sait aussi très bien, il a des espions partout, et il sait que c'est une force dangereuse qui est en train de se constituer là. Alors la préoccupation de Bismarck, bien compréhensible, est la suivante. Qu'on en finisse avec ce Bazaine, enfin qu'il se décide, il veut bien se rendre, mais qu'il se rende vite, parce qu'il y a tout de même 150 000 Allemands qui font de l'investissement autour de Metz, et j'ai terriblement besoin de ces 150 000 hommes pour faire barrage devant Gambetta. Gambetta avait décidé d'attaquer dès le 25 octobre. Thiers, le petit bonhomme Thiers, il était là, il était à Tours.
Et Thiers, autant il détestait l'Empire, parce que l'Empire lui prenait sa place, autant Thiers déteste Gambetta, parce que Gambetta risque de gagner. Par conséquent, ce sera lui qui sera chef du pouvoir. Et Thiers veut être chef de la France. Alors c'est Thiers, à Tours, qui va faire tout ce qu'il pourra, désespérément, pour empêcher cette offensive française de Gambetta. Et comme Thiers se dit, mais l'ami Bazaine, là-bas, travaille dans le bon sens, Bazaine va se rendre le 25 octobre. Le 25 octobre. Le petit Thiers se précipite dans le bureau de Gambetta et lui dit, Bazaine s'est rendu. C'est pas vrai, mais c'est pour essayer de décourager Gambetta. Gambetta s'informe, envoie des télégrammes partout, interroge même jusqu'à Bruxelles, parce que l'ambassade de France à Bruxelles peut le renseigner. Bon, l'ambassade de France lui dit pas du tout, la citadelle tient toujours. Thiers en est pour sa courte honte. Alors Thiers va s'entendre avec le général d'Aurelle de Paladine, qui est le général auquel Gambetta a eu l'imprudence de faire confiance. Et le général d'Aurelle de Paladine va stopper les ordres d'attaque. Parce que cet ordre d'attaque est infiniment dangereux pour l'Allemagne et que si l'armée de la Loire se lance à ce moment-là, quand l'armée de Frédéric Charles est toujours à l'est, elle peut passer et elle peut débloquer Paris. Bismarck insiste donc très fort auprès de Bazaine par l'entremise de Frédéric Charles. Écoutez, rendez-vous, le moment est venu. Eh bien, on va se rendre. Allons-y, dit Bazaine. Nouvelle réunion des généraux. C'est pas ce qu'on souhaitait naturellement. Ce que les généraux souhaitaient, c'était de marcher sur Paris, mais les Allemands ne veulent pas. Ben, au moins, on cassera les reins à Gambetta, à la République, à la Résistance en se rendant. Et le 25 octobre 70, Bazaine envoie le général de Cissé, son aide de camp, auprès du chef d'état-major allemand qui s'appelle Stiehle. Ça y est, c'est fait, puisque les deux généraux maintenant n'ont plus qu'à discuter de modalités de la reddition. Il est intéressant de voir ce qui préoccupe les généraux. Nous avons pas mal de renseignements là-dessus. Les généraux français s'occupent de deux choses qui demandent aux Allemands, qui font demander aux Allemands. Premièrement, ils veulent avoir le droit d'emporter leurs chevaux, même si en ont plusieurs. Deuxièmement, leurs biens personnels, pas seulement leurs effets corporels, mais ce qu'ils peuvent avoir amené à Metz, enfin même comme meubles. Enfin, ils veulent chacun avoir leur petit wagon de déménagement personnel. Et deuxièmement, ils demandent également quel est le prix de la vie, le coût de la vie dans les diverses villes allemandes, parce qu'ils sont en train de discuter les uns et les autres de savoir s'ils seront à Mannheim ou à Hanovre, si c'est plus agréable pour y passer l'hiver. D'autre part, il est recommandé d'expliquer aux soldats qu'on va se rendre, parce qu'on ne peut pas faire autrement, d'ailleurs la famine est toute proche, et ça sera une captivité pour rire, parce que la guerre est pratiquement finie. Par conséquent, que les soldats ne s'inquiètent pas, ils ne courront plus de risques, ils sont des prisonniers de guerre, bien traités, et il n'y aura pas de problème. Enfin, dernier ordre, il faut tout de même se méfier, Bazaine ordonne de bien veiller sur les pourtours du camp retranché, afin qu'aucun officier de mauvais esprit n'ait l'idée de déserter pour aller rejoindre la résistance. Tout officier qui tentera de passer pour rejoindre l'armée de la Loire sera immédiatement mis aux arrêts de rigueur. Signature de la capitulation, 27 octobre 1870 à 22h30. Proclamation, naturellement, à la fois aux soldats et aux habitants de la ville de Metz. Proclamation. Jamais, dans les fastes militaires, écrit Bazaine, jamais résistance n'a été poussée plus loin. C'est pour vous épargner les affres de la famine que je suis obligé de me rendre dans l'honneur. Car l'honneur est sauf, soyons dignes dans l'adversité. Eh bien, telle sera la rafle prodigieuse que vont faire les Allemands par la volonté de Bazaine. 173 000 hommes, 6 000 officiers, 50 généraux dont 3 maréchaux, 1700 canons avec 8 millions d'obus, 280 000 fusils avec 29 millions de cartouches. Un des généraux, c'est bien dommage qu'on ne sache pas le nom, mais un des généraux, le 25 au soir, quand on a décidé de se rendre, avait tout de même proposé la destruction du matériel de guerre. Bon, rendons-nous, mais au moins il ne faut pas rendre les obus ni les cartouches. Alors Changarnier s'était élevé avec indignation contre cette proposition. Il avait dit, mais c'est déloyal à l'égard de notre noble adversaire Frédéric Charles. Si on se rend, on rend aussi les munitions. Alors les soldats vont entrer en captivité, les 173 000 hommes, et 11 000 de ces prisonniers mourront. Il y a une suite. En 1871, tout de même, une fois la guerre finie, le crime commis par Bazaine était tel que des gens demandaient à ce qu'il passât en jugement. Une enquête est faite contre lui, et comme l'écrit le maréchal Juin, nul ne s'avisa de lui venir en aide. Vraiment. Eh bien, quand l'armée a vu qu'il n'y avait pas moyen d'éviter de faire passer Bazaine en conseil de guerre, elle a pris 2 précautions. Première précaution, Bazaine s'était entendu avec l'ennemi. Ben, ça, on ne le dirait pas. On cachera tous les documents là-dessus. Il ne faudra absolument pas que l'on sache les tractations qu'il a menées avec Frédéric Charles.
Alors, le procès du maréchal Bazaine ne portera pas sur le fait d'intelligence avec l'ennemi, qui était le fond des choses, mais simplement un procès qu'on lui fait pour avoir capitulé injustement, c'est-à-dire alors qu'il pouvait tenir encore. Premier point. Deuxième point, vous l'avez assez vu, tous les généraux de l'armée du Rhin étaient dans le coup. Tous, les Canrobert, les Changarnier, les Frossard, les Bourbaki même, tous étaient dans le coup. Et bien, dans le procès, on s'arrangera pour que leur nom ne soit jamais prononcé. Il y a pourtant les comptes rendus que j'ai pu consulter de leur réunion secrète, là où le 10 octobre, par exemple, ils décident d'envoyer Napoléon Boyer proposer à l'Allemagne de neutraliser l'armée contre l'ennemi et de la faire marcher contre la République, c'est-à-dire contre Paris. Ça, on n'en parlera pas. Il y a un bouc émissaire, c'est bien dommage, c'est le maréchal Bazaine, lui, on est bien forcé de le condamner, mais que les autres ne soient pas mouillés. La condamnation sera prononcée comme elle devait l'être, condamnation à mort, naturellement, le 10 décembre 73, à mort. Mais, les juges, le jour où ils prononcent leur condamnation à mort, écrivent au président de la République en demandant ceci. Ils supplient le président de la République de ne pas laisser exécuter la sentence qu'ils viennent de prononcer. Le président de la République, c'est un maréchal. C'est MacMahon. Il est bien d'accord, on ne va pas tuer le camarade. Et d'autre part, MacMahon, de sa propre autorité, supprime la dégradation, la peine de dégradation qui était infligée naturellement dans la condamnation. Une dégradation n'est pas possible pour un maréchal, elle est réservée pour un capitaine juif innocent. Je voudrais finir par un document de Canrobert. Le 12 décembre 72, Canrobert avait comparu devant la commission d'enquête où l'on essayait de comprendre ce qui s'était passé dans cette guerre. Cette commission d'enquête était composée de personnalités convenables. Il y avait là le comte de Maillé, le comte de Guigné, le comte de Durfort de Sivrac, le comte de Rességuier, le baron de Vinals, le vicomte de Rodez, Benavent, et j'en passe. Alors, parlant des événements de Metz, Canrobert avait déclaré « Des misérables ont osé dire que nous avions trahi le pays, notre France, notre pauvre France. Ah, elle ne les croira pas. » Procès verbal. De tous côtés, nous non plus, nous ne le croyons pas, maréchal. Canrobert, ce jour-là, a repris l'expression même que vous avez entendue tout à l'heure dans les instructions à Boyer. L'armée, s'est-il écrié, évoquant la commune, l'armée, elle vous a été utile un jour, n'est-ce pas? Elle peut l'être encore. Vous n'avez pour soutien que l'armée, entendez-vous bien, soutien social. Pour Dieu, gardez cette armée, gardez-la, parce que c'est votre palladium. En dehors d'elle, vous n'êtes pas sûr de 24 heures. C'est ce que comprennent très bien le comte, le vicomte, le baron et les autres. Et Canrobert termine en disant, au total, voyez-vous messieurs, au total, l'armée de Metz, c'était une armée d'honnêtes gens. Ben, ça m'intéresse qu'il ait prononcé ce mot, parce que honnêtes gens, gens de bien, c'est le mot qu'à travers le 19e siècle tout entier, les possédants se sont attribués à eux-mêmes. Alors il faut être reconnaissant à Canrobert de nous en avoir apporté une définition bien claire.